Bonsoir à tous, bienvenue dans ce live psycho, donc c'est le numéro 19, donc le live psycho numéro 19 du Crous, organisé par le Crous pour les étudiants. Donc je suis encore une fois ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez être encore une fois nombreux ce soir, notamment pour ceux qui étaient au live précédent, donc de jeudi dernier. Nous allons commencer par finalement récupérer les exercices que nous avions à faire la semaine dernière. Donc voilà, je vais attendre un petit peu que tout le monde arrive, comme d'habitude. On va laisser allez, quelques minutes. Hein. En général, vous êtes au rendez-vous assez rapidement. Salut Chloé. Salut Benjamin aussi, que je ne connais pas. Donc bienvenue dans ce live. J'espère que vous allez bien, que le déconfinement se passe au mieux pour vous et que nous allons pouvoir ce soir échanger autour du thème de la soirée qui sera la connaissance de soi. Donc c'est vraiment un thème qui va faire suite à ce qu'on a déjà commencé jeudi dernier et qui va se poursuivre et on va explorer un petit peu qu'est-ce que la connaissance de soi et qu'est-ce que ça apporte, comment on fait quand on veut se connaître, quand on est dans cette démarche-là. Salut! Et du coup, vraiment de pouvoir avancer sur cette thématique-là parce que c'est une des thématiques les plus importantes quand on est en démarche de psycho, de faire une démarche psychologique, de développement personnel, d'accompagnement. On revient toujours sur ce thème-là de la connaissance de soi. Donc déjà, on va attendre un petit peu que les personnes arrivent. Pour l'instant, vous n'êtes que deux, donc c'est un peu petit quand même pour pouvoir commencer. Mais ceux qui sont là, Chloé, n'hésite pas à me dire si tu as des questions sur la connaissance de soi, si tu as des choses à dire, même des thèmes que tu peux proposer pour d'autres fois. N'hésitez pas, voilà, en attendant que tout le monde arrive, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ces informations-là. Bonjour Émilie, désolée, je suis un peu fatiguée ce soir, donc du coup, je risque de bafouiller un petit peu. Vous m'excuserez du bafouillage. Ok. Bonsoir Audrey qui vient d'arriver aussi. Il y a les habitués, hein. On voit qu'il y en a qui reviennent toutes les semaines. C'est avec grand plaisir que je vous accueille à chaque fois. Il y en a qui du coup ont suivi un peu la démarche et encore une fois dans l'apprentissage il y a cette notion de répétition qui est très importante. C'est pour ça que je répète énormément d'un live à l'autre. Il y a des notions qui sont transversales donc on peut les répéter et ça va vous permettre vraiment d'intégrer les notions et de vous les approprier pour pouvoir les utiliser au mieux dans votre vie. Donc ça va être très intéressant. Donc ce soir, le thème du soir, je le répète pour ceux qui viennent juste d'arriver, c'est vraiment la notion de la connaissance de soi. J'en ai parlé à plusieurs reprises. Pour moi, c'est une des clés pour pouvoir aller dans une démarche de bien-être ou de mieux-être. Parce qu'en fait, une des raisons pour lesquelles on va sur cette thématique-là, c'est qu'il y a énormément de problématiques dans notre vie qui existent parce qu'en fait, on ne se connaît pas ou on ne se reconnaît pas dans son fonctionnement. Et donc ça, c'est vraiment très important de prendre en considération le fait que les uns les autres, vous fonctionnez chacun différemment. Il y a des invariants, on va dire, ou des tendances qu'on peut retrouver pour les personnes d'une même culture ou d'une même catégorie de personnes. On peut retrouver des choses qui ressemblent, mais en tant que personne, vous êtes unique. Et c'est important en fait de prendre en considération le fait que en tant que personne unique, vous avez votre propre mode de fonctionnement. Et donc de fait de se connaître, ça permet vraiment d'utiliser encore mieux son fonctionnement, de s'accepter. Bref, on est vraiment sur des notions d'estime de soi, de confiance en soi. Voilà, on avance vraiment sur ces thématiques-là. J'attends qu'il y ait notamment Gabriel qui vienne sur le live, puisque la dernière fois, il avait demandé qu'on puisse corriger, ou en tout cas regarder un petit peu son exercice. La dernière fois, pour ceux qui n'étaient pas là, j'ai proposé un exercice et ça avait été coupé en fin de live parce que j'avais un petit problème technique. Mais l'exercice, si vous ne l'avez pas fait, prenez un papier, un stylo. Et le but, c'était vraiment de se décrire comme si vous étiez un produit, comme si vous étiez un objet, comme si vous étiez... Voilà, on était parti sur une notion, sur un exercice que je fais très souvent avec les patients qui ont du mal à se connaître, en tout cas à se définir. En fait, on part sur la notion d'une fiche produit, donc c'est vraiment un exercice qu'on peut faire facilement en marketing, par exemple. Et là, moi, je l'ai détourné pour pouvoir l'utiliser en thérapie, en accompagnement. Et le but, c'est vraiment de trouver, finalement, si vous étiez un produit, un objet du quotidien, en fait, vous seriez quoi?
Alors il y en a certains probablement qui vont mettre des produits, enfin des produits électroménagers, ou alors il y en a d'autres pour lesquels ça sera des cosmétiques, des médicaments. Donc laissez-vous vraiment porter par votre intuition, par votre créativité. Ça sera vraiment pas forcément facile au début, mais au fur et à mesure que vous construisez la métaphore, elle va devenir de plus en plus claire pour vous. Donc j'attends vraiment. Est-ce que ceux qui sont là déjà l'ont fait la semaine dernière, l'exercice? Si vous voulez commencer à en parler un petit peu avec nous. Je vais en profiter pour mettre le chat aussi sur mon ordinateur, comme la dernière fois. La dernière fois, ça avait bien marché, donc ça me permettra de suivre un peu mieux ce que vous me dites dans les commentaires, sans avoir trop de décalage. Donc voilà, n'hésitez pas, s'il y en a qui l'ont fait, dites-moi oui, je l'ai fait dans les commentaires, comme ça on avance un petit peu et on peut déjà commencer à regarder ce que vous avez fait. Audrey, Manon, Émilie, les habitués d'habitude. Benjamin, je ne sais pas si tu étais là la semaine dernière. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires vraiment si c'est quelque chose que vous avez fait la semaine dernière, la fiche produit attribuée à vous. En fait, en gros, j'étais partie de l'exemple d'une patiente qui, elle, disait, voilà, on travaillait sur la gestion des émotions et du coup, on était parti sur... Elle n'arrivait pas à décrire ce qui se passait en elle et du coup, elle n'arrivait pas à mettre en place des fonctionnements qui lui conviennent et du coup, j'ai dit, imaginez que vous soyez un produit, vous seriez quoi par rapport à cette thématique-là? Elle m'avait dit une cocotte minute. Et du coup, ça collait très bien puisqu'on était sur la gestion de la colère. Et donc, vous pouvez très bien imaginer qu'une cocotte minute, il y a la notion de contenir et d'avoir besoin d'une soupape pour pouvoir décompresser. Une cocotte minute, c'est un objet assez sûr et sécurisé parce que c'est très solide. Mais en même temps, quand on fait trop monter la pression, ça a tendance à exploser. Voyez un peu le principe d'avoir une notion comme ça de fiche produit par rapport à une personne. Alors c'est toujours un peu déroutant pour les gens peut-être qui n'ont pas suivi le propos de la semaine dernière, mais en tout cas voilà, n'hésitez pas. Alors, que je regarde, ok. Donc Manon, est-ce que la semaine dernière, ou Audrey, est-ce que la semaine dernière vous aviez fait la fiche produit ou pas? J'ai oublié, aïe aïe aïe, catastrophe. Émilie, tu as oublié, il va falloir que j'y réfléchisse. Oui, prends quelques instants pour y réfléchir. Si quelqu'un peut sonner Gabriel pour qu'il nous rejoigne pour pouvoir faire l'exercice, puisque je crois qu'il était très inspiré la semaine dernière. Enfin, le principe, c'est vraiment ça, c'est de se dire, ok, quand on a du mal à parler de soi ou à se décrire soi, le fait de passer par une métaphore, ça permet d'ouvrir à des accès différents de soi. Alors on pourrait dire, oui, mais parler d'une cocotte minute, c'est pas comme parler de soi. Oui, mais en même temps, ça oblige à faire un certain nombre de choix stratégiques, de choix, et en fait, que ça vous vienne de manière intuitive ou que vous fassiez vraiment un choix, dans tous les cas, c'est vous qui le faites, et chaque choix que vous faites dans votre vie parle de vous. Donc, t'as une petite idée. Manon, est-ce que tu veux qu'on le fasse ensemble? Est-ce que tu veux qu'on te guide dans cet exercice en attendant? Est-ce que ça te dit? Alors ça peut être un peu personnel, donc pour le coup... Audrey l'a fait, ok. Audrey, est-ce que tu es d'accord pour servir de cobaye dans cette correction d'exercice? Alors encore une fois, elle va parler du produit, bien évidemment, ça parle d'elle, donc ça va parler d'Audrey. On fait preuve de bienveillance, on est juste dans l'accueil, sans interprétation. Il n'y a que Audrey qui peut savoir exactement ce que veut dire. Alors, Manon ou Audrey? La première qui... alors, on pourrait se le faire en battle, en mode vous répondez toutes les deux, mais ça risque d'être... Allez, on va partir sur le fait que c'est Audrey. Audrey, ça te va de commencer? Et après, on verra si on a le temps de proposer à Manon de le faire. Parce que Audrey, vu que tu l'avais fait la semaine dernière. Ok, donc Audrey, tu es partie sur quel objet? Ou sur quel produit? Parce qu'on était parti sur une fiche produit, donc sur quel type de produit? Alors, j'espère que je vais pas avoir trop de décalage, sinon ça va être un peu compliqué. Allez Audrey, on t'attend. Dis-nous quel produit... voilà, si toi tu étais un produit, tu serais quoi comme produit? Alors je vais peut-être te poser des questions qui sont complémentaires de ce que j'avais donné la dernière fois, mais on reste vraiment toujours dans cette idée-là. Et vraiment Audrey, si à un moment donné tu veux pas répondre, tu es vraiment libre de le faire
Vraiment, tu dises je veux pas répondre et pas creuser, il n'y a pas de souci. Donc dis-nous Audrey, quel type de produit tu étais? Alors je sais qu'il y a toujours un petit décalage entre le son, l'image, les commentaires. J'espère que ça va être compréhensible pour tout le monde. Un shampoing, très intéressant. C'était avec toi qu'on avait parlé du shampoing, du fait que ça permettait de se sentir bien et tout ça, non? Dans un des premiers lives, dans le live numéro 2, je pense qu'on parlait du bien-être. Ok, donc ton shampoing, est-ce qu'il a un nom? Quel est le nom de ton shampoing? Les noms et les noms de marque sont des choses très révélatrices en fait, parce qu'elles sont vraiment marquées, teintées d'une intention. Donc, ok. Audrey, donc si tu es un shampoing, quel est ton nom de shampoing? Alors si t'as pas trouvé, si t'as pas réfléchi à ça, c'est pas grave, mais si tu as un nom de shampoing qui te vient, n'hésite pas. Alors. Je vais te les demander à la chaîne, comme ça tu pourras répondre et le temps que les commentaires me parviennent. Donc on avait parlé la dernière fois de trouver le nom du produit, le type de produit. Donc là, si on est sur du shampoing, on est probablement sur du cosmétique. Ou alors, si tu veux, prends la liste de ce que j'avais dit la semaine dernière et réponds tout en un message et on décryptera en une seule fois. Ça sera peut-être beaucoup plus simple pour toi. Donc pendant ce temps-là, les autres, pendant qu'elle écrit sa réponse et qu'on puisse le décrypter ensemble et comprendre finalement ce que ça peut apporter ce type d'exercice, les autres, je vous invite vraiment à le faire. Donc le but c'était de trouver donc, le nom du produit, un slogan, donc en phrase qui... Ah ça y est, Gabriel est là. Donc c'est une phrase qui permet de vraiment mettre en valeur le produit, qui permet de le décrire, qui permet de montrer qu'il est unique et que c'est pas n'importe quel, par exemple là, c'est pas n'importe quel shampoing du rayon, c'est vraiment un shampoing qui a un truc un peu particulier. Il faut aussi dans la fiche produit décrire à qui ça s'adresse. Est-ce que c'est un shampoing pour enfants, pour adolescents, pour cheveux colorés, pour cheveux, je sais pas, cheveux crépus, pour personnes chauves, voilà, à qui ça s'adresse. Ça va permettre de dénoter avec qui vous êtes en affinité ou quelles sont les personnes avec qui vous ressentez une attirance ou une attraction ou quelque chose qui vous attire en fait. Ça permet ça par exemple cette question-là. Donc ensuite, donc il fallait trouver donc un nom, un slogan, à qui ça s'adresse, à qui ça ne s'adresse pas. Peut-être que ce produit, ce shampoing en l'occurrence, est interdit je sais pas, interdit aux moins de 3 ans, interdit aux personnes, je sais pas, qui ont des cheveux bleus, j'en sais rien. Enfin vraiment, ça va permettre en fait de voir l'affinité encore une fois, à qui ça s'adresse, à qui ça s'adresse pas. Et puis donc une autre catégorie, ça serait de dire finalement quelles sont les conditions d'utilisation, donc quelles sont les indications plutôt, c'est-à-dire dans quel cas on utilise ce shampoing. C'est vraiment, voilà, est-ce que c'est un shampoing qu'on utilise quotidiennement, pour usage quotidien, voilà, shampoing de base. Est-ce que c'est un shampoing traitant, soignant, qu'il ne faut pas utiliser tout le temps, mais quand on l'utilise, c'est vraiment un principe très actif parce qu'il est très fort et très intense. Vous voyez que déjà, ça ne veut pas dire la même chose par rapport à la personne. Voilà. Si la personne se décrit comme un produit du quotidien, c'est pas la même chose que de dire je suis un produit à usage unique ou je suis un produit à usage occasionnel ou à usage festif ou à usage industriel. Vous voyez, l'indication est vraiment très importante, ça permet déjà de voir comment vous investissez votre mode de relation. Ensuite, le principe, ça va être d'aller un petit peu plus loin et d'aller chercher, par exemple, des indications du type quelles sont les conditions d'utilisation. Donc là, c'est plus l'indication, c'est les conditions d'utilisation. Comment on utilise ce shampoing? Alors, des fois, on va être sur des choses très classiques et très basiques. Là, sur un shampoing, on peut être sur on met de l'eau, on fait mousser, voilà, après on rince. Enfin, on peut être sur des choses qui ne nous apprennent pas forcément grand-chose. Mais des fois, on peut avoir des indications qui sont très parlantes, notamment par exemple par rapport à ma patiente et sa cocotte minute. Il fallait le mettre vraiment sur feu doux parce que si on le mettait trop fort, si c'était trop intense, on risquait de cramer
et de détériorer la cocotte minute. Vous voyez, donc ça peut être des indications sur comment fonctionne la personne, sur ce qu'elle est capable d'endurer, sur quel type de relation elle peut entretenir, en tout cas comment elle fonctionne. Ensuite, c'est les contre-indications, c'est-à-dire dans quel cas ne pas utiliser ce produit et comment ne pas l'utiliser. Par exemple, je sais pas, pour ma patiente et sa cocotte minute, bah, ça serait cette cocotte minute n'est pas utilisée sur des plaques d'induction, n'est pas utilisée n'importe comment, il faut pas mettre encore une fois le feu trop fort, enfin bref, vous voyez, il y a un certain nombre de choses qui permettent de nous donner des indications. Ok, pendant ce temps-là, Audrey nous a donné quelques indications. Donc, le slogan, c'est juste une noisette pour changer de tête. Ah, c'est pas mal. Ok. Utilisation. Donc, vous voyez que dans son slogan, elle aurait pu dire que ça nettoyait les cheveux, ou elle aurait pu dire autre chose. Non, il y a la notion de juste une noisette, donc il y a la notion de petite quantité pour changer la tête. Alors, c'est peut-être pour changer les idées, pour... Donc, en gros, ce que je me dis de ce shampoing, et donc peut-être d'Audrey, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être beaucoup avec elle pour finalement changer les idées, voilà, pour changer les esprits. Voilà, ça pourrait vouloir dire ça, en fait. Ok, en même temps, je ne connais pas Audrey, donc c'est vraiment du cold reading, là. On est vraiment là-dedans. Ok, à qui ça s'adresse? Tout public. Donc, a priori, pas de restriction au niveau de certaines tranches d'âge ou au niveau de certaines caractéristiques. À qui il ne s'adresse pas? Aux animaux et personnes chauves. D'accord. Donc, si vous n'avez pas besoin de shampoing, en gros, ne venez pas voir Audrey. Si vous n'avez pas besoin de vous changer la tête, de vous faire du bien et tout ça, bah, venez pas voir Audrey, ça servira à rien. Voilà, c'est vraiment pour les gens qui ont envie de se faire plaisir. Et les animaux, du coup, là, je vois pas, mais peut-être que tu as un problème avec les animaux, j'en sais rien. Je crois que tu avais des animaux dans un live, tu disais non. Donc, type de produit cosmétique, conditions d'utilisation, 1 à plusieurs fois par semaine. Donc, c'est le genre d'amis que vous pouvez aller voir assez régulièrement. Voilà, c'est pas 1 fois par semaine, c'est 1 à plusieurs fois par semaine. Précaution, éviter les yeux. Alors ça, par exemple, c'est le genre d'indication qu'on dit tellement facilement pour un shampoing que du coup, je ne sais pas à quel point ça parle d'elle. Voilà, c'est peut-être quelque chose qu'elle a marqué comme ça parce qu'il fallait marquer quelque chose, parce qu'il y avait cette indication-là ou cette précaution, mais peut-être que ça veut dire aussi autre chose. En cas de défaillance, rincer abondamment. Pareil, c'est les choses qu'on voit classiquement pour des shampoings, donc je ne sais pas à quel point c'est personnalisé ou pas pour elle. Ok, vous voyez, c'est un peu l'idée. Alors, bien sûr, là, c'est fait vite fait. En plus, c'est fait devant tout le monde. Donc, aux personnes allergiques, à l'un ou plusieurs composants. Et oui, il faut faire attention à ça. Donc, en gros, ça voudrait dire que, bon, pour ce rajout, qui n'est pas fait par Audrey d'ailleurs, mais en tout cas, pour ce rajout-là, ça voudrait dire que si quelqu'un est allergique à Audrey, c'est à lui de prendre la décision de ne pas aller la voir, en gros. Ne sont pas adaptés au pH des animaux et souvent trop parfumés. Ok, c'est par rapport... Mais en même temps, c'est pas Audrey qui répond, du coup, je ne sais pas à quel point ça peut parler à Audrey. Donc, le but, c'est vraiment de pas forcément aller dans de la surinterprétation, mais juste de repérer qu'il y a des tendances, en fait. Quelqu'un aurait pu prendre le même produit, c'est-à-dire un shampoing, et le présenter d'une manière totalement différente, et ça aurait dénoté de sa personnalité. Pareil, le fait de prendre un shampoing, c'est pas la même chose que de prendre du chocolat ou de prendre une caisse à outils ou de prendre, voilà, selon ce que vous allez prendre, ça va dénoter un peu de comment vous vous percevez. Ça parle un peu de la conscience que vous avez de vous-même, et votre cerveau, en fait, il vous proposera pas n'importe quoi. Et même si j'imposais le produit, c'est-à-dire, voilà, si je disais, imaginez que vous êtes un... je sais pas, bah comme je vous avais fait la semaine dernière, un plat, par exemple, que vous êtes un plat, et bien même avec cette consigne-là, qui est la même pour tout le monde, vous auriez tous des qui viendraient donner des indications sur qui vous êtes et sur comment vous fonctionnez. D'exercice, on est vraiment sur de la projection, encore une fois, ça a la même valeur que... Enfin, la même valeur. C'est pas la même valeur scientifique, hein. On n'est pas sur du scientifique, mais en tout cas, ça a la même valeur que
que le test de Rorschach, en fait. C'est-à-dire que, ou de regarder les nuages. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui ne fait pas sens tout de suite, et du coup, le cerveau va combler avec du sens, et ce qu'il va aller chercher dans votre cerveau et dans toutes vos connaissances et toute votre expérience, c'est des choses qui peuvent être cohérentes avec vous. Vous voyez, il ne va pas répondre par rapport à quelqu'un d'autre. Sauf si c'est dans la consigne. Après, c'est fait vite fait la dernière fois devant le live. Ok, tu n'as pas fait les devoirs entre le live. Ça y est, je comprends tout. Donc oui, c'est un exercice qui est intéressant. Et quand on l'exploite vraiment, quand on le laisse défiler, dérouler, en fait, on peut avoir des notions beaucoup plus fines. Alors encore une fois, comme toute métaphore, elle aura forcément des limites. Parce que Audrey n'est pas réellement un shampoing. Parce que sinon, ça serait très bizarre de discuter avec elle ce soir. En termes de communication, vous voyez que ça ne dit pas grand-chose en termes de communication, même si elle a une notice pour prévenir les gens sur ce qu'on peut faire ou pas avec. Mais par exemple, on aurait pu aller avec Audrey sur de quoi elle est composée. Sur du shampoing, c'est toujours intéressant de voir est-ce que ce sont des produits bio, est-ce que ce sont des produits plutôt chimiques, est-ce que, vous voyez, on pourrait aller chercher vraiment des choses de cet ordre-là qui nous donneraient encore des indications sur Audrey, sur comment elle fonctionne, sur ce qui est important pour elle. Par exemple, le côté tout public, mais c'est pas pareil de dire je suis un shampoing tout public ou un shampoing familial ou un shampoing pour les femmes de plus de 40 ans ou un shampoing pour, encore une fois, tout ce que vous allez préciser viendra forcément dire quelque chose de vous. Après, ce que ça veut dire de vous, on ne peut pas le savoir, on peut pas. C'est comme l'interprétation des rêves dont on parlera une autre fois, mais on ne peut pas tout définir juste en interprétant les éléments. C'est la co-occurrence de plusieurs éléments croisés avec ce que la personne en dit, plus les éléments, je sais pas, du non-verbal par exemple, qui permettent de faire des hypothèses. Moi, les hypothèses que je fais là, c'est juste par rapport aux éléments qu'elle apporte, plus, voilà, vous voyez que je fais des liens avec les choses qui se sont dites dans les autres lives. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut avoir comme idée quand on fait ce genre d'exercice. Est-ce que Gabriel est là ou pas? Gabriel, es-tu là? Petite séance de spiritisme. Gabriel. Est-ce que Gabriel a envie de partager son idée? Parce que la dernière fois, tu avais l'air à fond. Donc, est-ce que... Alors, je vais proposer à Manon et Gabriel, parce qu'a priori, il n'y a pas de raison, parce que Manon était bien motive pour le faire tout à l'heure aussi. Manon et Gabriel, je vous propose de mettre, pareil, vous prenez un post comme ça, un commentaire, et vous me notez vraiment tout ce que vous avez mis. Et on va voir que vraiment, d'une personne à une autre, ça peut être très différent. Et avec vous deux, je pense que ça sera relativement différent. C'est ça qui est intéressant. D'accord, d'accord, il va répondre avec ton compte. Ok, mais dans ce cas-là, faites 2 posts, 2 commentaires l'un après l'autre, de manière à pouvoir faire en sorte qu'on voit la différence en fait. Donc pendant que vous faites ça, Manon et Gabriel, même si vous êtes ensemble et que du coup vous devez taper l'un après l'autre, je vais vraiment vous inviter à penser que le fait de se connaître, c'est quelque chose c'est vraiment exploratoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul test, une seule expérience qui vous permettra vraiment de vous connaître. C'est vraiment une démarche de se connaître. Alors il y a des choses que vous connaissez de vous, de manière un peu intuitive, parce que ça s'est produit plusieurs fois, parce que vous avez pu le repérer, que d'autres personnes l'ont validé, et du coup il y a des choses que vous connaissez de vous et qui permettent de remplir les cases de ce que vous croyez être vous. Ce qui renvoie à la semaine prochaine, à la semaine dernière, sur la notion d'identité. Donc vraiment, on est sur ça. La notion de connaissance de soi, donc c'est en même temps une démarche intérieure, c'est-à-dire on va faire de l'introspection, on va s'écouter dans ses réactions, dans ses manières de fonctionner, dans ça entre soi et soi. Et puis c'est aussi une démarche extérieure, c'est-à-dire qu'on va aussi se mettre en situation dans son environnement, dans des expériences différentes, de manière à voir comment on réagit et quelles sont nos limites et quelle est notre zone de confort. Et puis aussi avoir du retour, du feedback
des autres, parce que les autres, du coup, font une expérience de nous aussi. La connaissance de soi, souvent, on le voit vraiment que comme une exploration interne. Alors souvent, les gens qui font du développement personnel et de la connaissance de soi, ils insistent beaucoup sur le fait de faire énormément de méditation, de se poser des questions, de réfléchir, de visualiser, de ceci, de cela. Et je trouve que ça passe totalement à côté d'une source de connaissance de soi qui est vraiment énorme, qui est l'expérience des autres, vraiment. La première manière de se connaître soi, c'est par le regard de l'autre. On en a déjà parlé, mais on existe à partir du regard de l'autre, à partir des retours de l'autre, et du coup, faire une démarche de connaissance de soi juste entre soi et soi, ça pose quand même un certain nombre de difficultés, un certain nombre de problèmes. J'avais prévu de le dire après, mais on va le faire maintenant, le temps que Gabriel et Manon tapent et que j'ai le retour de commentaires. Des fois, ça peut prendre un petit peu de temps. Donc, les difficultés que ça peut poser, déjà, c'est d'être en même temps l'observateur et en même temps l'observé. C'est-à-dire que vous avez un peu parti pris dans l'affaire, quoi. On est vraiment là-dedans. Donc, le principe, c'est d'être un observateur, mais un observateur le plus neutre et objectif possible. On est d'accord que c'est pas possible dans l'absolu, mais d'avoir quand même cette démarche-là de se dire je m'observe, je me regarde comme si j'observais quelqu'un d'autre. En psychologie, on appelle ça la position méta. Donc la position méta, c'est le fait de s'extraire de soi et de se regarder d'un autre point de vue. Alors, Gabriel, ah oui, on était sur le repose-tête avec Gabriel la dernière fois. Donc on va attendre que Manon maintenant puisse mettre aussi son commentaire, comme ça on comparera les deux. Donc la première difficulté qu'on a dans la connaissance de soi, c'est celle-là. C'est vraiment d'avoir la posture d'observateur et de personne qui vit les choses, d'observer. Donc ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, je l'ai déjà un petit peu évoquée et je l'ai évoquée dans les lives précédents, c'est vraiment les biais cognitifs. C'est-à-dire que votre cerveau n'est pas objectif. Votre cerveau est configuré pour percevoir l'information venant de l'extérieur ou de l'intérieur au travers de filtres qui sont le filtre de vos croyances, le filtre de vos valeurs, le filtre de vos perceptions. Voilà. Bref, il y a un certain nombre de filtres qui sont en place et qui ne vous permettent pas en fait d'avoir accès à la réalité. Pas un accès direct, vous avez toujours un accès filtré. Donc ça, c'est la deuxième difficulté qu'on a pour se connaître, c'est qu'en fait, on ne peut pas se connaître totalement. C'est un peu la blague de savoir finalement, en fait, vous pouvez jamais vous voir vous. En fait, si par exemple vous voulez vous voir vous allez vous voir en 2D la plupart du temps, c'est-à-dire sur un support vidéo, sur un support photo, sur un miroir, mais en tout cas, vous vous verrez toujours à plat. C'est votre cerveau qui recrée la perspective de manière artificielle, mais en fait, vous vous voyez toujours, pas en 2D, mais en fausse perspective. Donc, vous ne pouvez pas vous connaître, vous ne pouvez pas vous voir, vous percevoir comme vous perçoivent les autres, ou comme vous percevez les autres. Ce qui pose énormément de problèmes, justement, dans les troubles de type dysmorphophobie, c'est-à-dire d'avoir l'impression que son corps est difforme, que son corps n'est pas normal, que son corps est trop grand, trop petit, trop gros, trop mince, enfin bref, tous ces troubles-là qu'on voit parfois à l'adolescence, parfois beaucoup plus tard, parfois beaucoup plus tôt, mais en tout cas qui sont assez fréquents, qui donnent lieu des fois à la boulimie, anorexie, enfin bref, des troubles de ce type-là, et qui peuvent accompagner d'ailleurs aussi d'autres types de troubles, mais en tout cas, nos biais cognitifs, donc les programmes qui nous permettent de percevoir le monde de manière compréhensible, du coup ne nous permettent pas de le percevoir de manière réelle. Ils sont traduits. Tout ce qu'on perçoit est traduit et sélectionné. Et voilà, on voit jamais tout. On voit jamais tout. Il y a énormément d'expériences qui ont été faites sur ça. Et d'ailleurs, je pense que sur le planning que j'ai fait, je vous fais une soirée spéciale biais cognitif. À mon avis, on va pas mal s'amuser aussi. Ok. Je finis avec les difficultés et après on reviendra sur Manon et Gabriel. Alors, je vois qu'Émilie a répondu. Après, la méditation peut aussi servir à se recentrer sur soi-même, prendre en compte ses sensations à un moment. Oui. Émilie, c'est ce que je disais, c'est que finalement, c'est une double démarche, c'est-à-dire une démarche vers l'extérieur et une démarche intérieure. Mais c'est important d'avoir les deux
sens. Si vous faites que d'un sens et si juste vous vous regardez le nombril, ben vous ne vous connaîtrez pas plus parce qu'en fait, vous n'aurez qu'un seul point de vue. Vous voyez? Donc c'est important vraiment d'avoir cette notion de, si je suis dans une démarche de développement personnel ou de connaissance de moi-même, et ben effectivement je vais augmenter l'échange d'informations à l'intérieur de moi pour avoir plus conscience de moi, et puis je vais aussi finalement travailler mon rapport au extérieur. J'y reviens. Donc dans les difficultés, je vous ai dit d'être l'observateur et l'observer, les biais cognitifs qui sont aussi, et puis il y a aussi le fait que vous êtes une personne en changement. On n'est jamais un produit fini en fait. À savoir que là, cette expérience va vous changer dans vos perceptions, dans vos réactions, dans vos connaissances. Le fait même de vivre un peu plus longtemps, finalement, vous fait changer, puisque chaque seconde que la seconde d'avant, même de se connaître soi-même, c'est qu'en fait, on est sans arrêt en train de changer. Alors, plus ou moins, effectivement, suis-je vraiment très différente de la seconde d'avant? Je suis pas sûre d'avoir énormément changé, mais n'empêche que mon corps a vécu, donc mon corps a changé, ma psychologie a vécu, donc ma psychologie a changé. J'ai une expérience en maturité, je suis beaucoup plus mature qu'il y a 1 minute, par exemple. C'est énorme. Donc il y a vraiment cette question de comment vous voulez vous connaître alors que vous changez tout le temps. Ça permet pas en fait. Il faut vraiment avoir cette idée-là du fait que ça ne s'arrête jamais. La connaissance de soi est une démarche, pas une finalité. Il n'y a personne vraiment qui peut se dire je me connais. Ouais, je me connais totalement, je connais tout de moi. Mais tu peux pas connaître tout de toi. La personne que tu es là, c'est pas la même que là. Et si tu vis encore quelques années, tu seras encore différente. Donc, vraiment partez avec une idée que ce n'est pas une finalité, c'est une démarche. C'est vraiment une démarche. Et puis en plus, le fait d'apprendre des choses sur vous, donc d'avancer sur le chemin de la connaissance de vous, vous fait changer aussi. Donc, de fait, la démarche ne vous permet pas d'accéder à une vraie connaissance de vous, puisqu'elle vous modifie. Vous voyez? Donc c'est un peu vraiment partir du principe que c'est plus une philosophie, une démarche qu'une finalité en soi. Donc, et puis il y a la notion de finalement, la difficulté, vu que c'est une quête sans fin, c'est finalement le fait que, est-ce que c'est mieux se connaître ou se connaître? Parce qu'on parle de connaissance de soi, moi je parlerais plutôt d'une meilleure connaissance de soi. C'est-à-dire une meilleure appréhension de son fonctionnement, une meilleure appréhension de ses valeurs, de son caractère, de sa personnalité, bref, de tout ce qui fait que vous êtes vous à un moment donné. Donc ça, c'est très important. Maintenant, on va revenir sur Manon et Gabriel. Donc je vous demande de remonter un petit peu dans les commentaires pour ceux qui y sont. Et on va regarder. Donc Gabriel, donc l'objet c'est un repose-tête. Slogan pour petits et grands, reposez-vous un moment. Donc vous voyez qu'on n'est déjà pas sur la même chose que pour Audrey tout à l'heure. Là il y a la notion de se reposer, d'un moment. Voilà, c'est pas quelque chose forcément de régulier, de récurrent, obligatoirement, ça peut être un moment. Et l'utilisation à tout moment de la journée, peu importe l'endroit, donc il y a vraiment le côté très open. Conditions d'utilisation, ne pas percer, ne pas laisser à la portée des enfants de moins de 6 ans, ne pas brûler, ne pas mettre au feu. J'aime bien le ne pas brûler, ne pas mettre au feu. Tu as un problème avec le feu, Gabriel? Bon, en même temps, oui, ça peut. Ok. En cas de défaillance, recoudre avec amour et un fil solide. Ok, vous voyez que là, Gabriel parle de lui. Parce qu'il parle d'amour. Avec un repose-tête, on parle rarement d'amour. Vous voyez, donc là, clairement, là, ça parle de Gabriel. Ok. Donc, vous voyez dans cette présentation qu'on est sur quelque chose de différent, qui est plus à vocation de, on va dire, de bien-être. C'est un peu moins utile, mais ça permet de se sentir bien. Voilà, il y a la notion de repos, il y a la notion de se faire une petite sieste, il y a plein de choses de cet ordre-là. On n'est pas du tout dans la même façon de fonctionner que Audrey. Alors, Manon, objet, chaussures. Déjà, chaussures et repose-tête, on n'est pas du tout sur les mêmes choses. Les chaussures, c'est pas fait pour se reposer. Donc, de bonnes chaussures, c'est pas si dur. Ok, donc déjà, on était sur les chaussures qui étaient quelque chose en mouvement. Et là, on a la notion de dur. C'est pas si dur.
mais n'empêche que tu évoques le dur. Ok. Ok. Alors le public pour randonneurs et personnes ayant mal au dos, adultes uniquement. D'accord. Donc là, il y a une sélection du public, c'est que pour les adultes. Il y a encore la notion de douleur ou de souffrance, ou voilà, parce qu'il y a le mal de dos. Et la notion de randonneur, on est quand même dans la notion peut-être de balade, mais on est aussi sur la notion d'effort. Donc il faut de bonnes chaussures. Vraiment sur quelque chose qui est utile. Utilisation une fois par semaine, une semaine par mois max. Max écrit en gros. D'accord. Donc je ne connais pas Manon, mais j'aurais tendance à dire peut-être qu'il faut lui laisser de l'espace aussi. Peut-être que faut la laisser respirer un petit peu, quoi. C'est un peu comme les chaussures de randonnée, hein, quand on les a bien utilisées, il faut les laisser respirer. C'est un peu ça. Si défaillance, emmener chez le cordonnier. Donc là, c'est sans appel, vous touchez pas, hein, allez pas gâter le produit, vous l'emmenez chez un spécialiste. Donc vous voyez qu'on est déjà sur des choses très 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 différentes, hein. Très intéressantes. Ok. Est-ce que ça vous permet déjà de comprendre un peu ça? À quel point finalement tous les choix que vous faites, même anodins, traduisent de qui vous êtes, de ce que vous aimez, de vos valeurs, de ce qui est important pour vous, la manière dont vous formulez les phrases, dont vous formulez les mots que vous utilisez, la manière dont vous les posez, la manière dont vous les agencez dans la phrase, traduit en fait de qui vous êtes au fond. Donc c'est pour ça que je vous dis finalement, les tests et les choses comme ça, il n'y a aucun test qui vous permettra d'avoir une connaissance totale de vous, parce qu'en fait c'est quelque chose de très complexe, mais c'est très intéressant aussi à savoir. L'intérêt aussi de faire la fiche produit, c'est justement d'identifier et de mettre en mots avec qui on est à l'aise, avec qui on n'est pas à l'aise, et est-ce que justement on est quelqu'un qui a beaucoup besoin de contact, est-ce qu'on est quelqu'un qui a besoin d'être utile, est-ce qu'on est plutôt dans une recherche de plaisir ou une recherche justement d'utilité, voilà, ça permet, là on est vraiment sur la notion de valeur. Donc ça permet vraiment de parler de ça. A priori, chez Manon, on est plus sur le côté utile et les efforts. C'est pas grave si c'est dur, t'as mal au dos, mais c'est pas grave, tu fais de la rando quand même. Vous voyez, il y aurait peut-être cette notion de dépassement de soi chez Manon, alors que chez Gabriel, par exemple, c'est vraiment, on va pas se dépasser, on va se caler, quoi, en fait. On est vraiment sur la notion de détente, c'est quelque chose de plus détendu, de plus... voilà. Et encore une fois, il n'y a aucun, alors je le dis à chaque fois, hein, mais il n'y a aucun modèle qui est mieux qu'un autre. C'est juste de savoir comment vous fonctionnez. Ce qui est intéressant aussi dans ce genre d'exercice, c'est du coup de pouvoir se poser la question justement avec qui vous vous associez bien et par rapport à quel objectif. Par exemple, si Gabriel a des efforts à faire ou un projet où il y a énormément d'efforts à faire, peut-être qu'il peut compter sur Manon, par exemple. Par contre, s'il y a besoin de décompresser, ben peut-être chez Audrey ou chez Gabriel. Ou... Vous voyez, ça permet en fait d'avoir des petites notions, sur soi en passant par une métaphore en fait. Plutôt que de tout le temps se raconter les mêmes choses sur soi, et ben du coup ça permet d'avoir un autre point de vue. Donc ma petite sœur m'a souvent dit qu'elle aimerait bien être une carafe d'eau. Super. Mais c'est surtout parce qu'elle n'aime pas avoir soif. Intéressant. En même temps, la carafe d'eau, c'est très symbolique. Ok. Pour moi, après réflexion, ce serait une boîte à bijoux. Donc toi, Émilie, tu serais une boîte à bijoux. Très intéressant la boîte à bijoux aussi. Tous les contenants sont de toute façon hyper intéressants en général. Parce qu'on est déjà souvent sur des choses utiles. Là, la boîte à bijoux, c'est pas n'importe quoi qu'on met dedans quand même. C'est des bijoux, donc c'est des choses plutôt précieuses. C'est des choses qui ont de la valeur. C'est des choses fragiles aussi parfois. C'est des choses qu'on veut cacher aussi parfois. Donc il peut y avoir toutes ces notions-là qui peuvent venir. Être une chaussure ou être une boîte à bijoux ou être un repose-tête ou être une carafe d'eau ou être tout ce que vous voulez, ça sera, ou être une cocotte minute, ça reflète pas la même chose en fait. Ok. Et donc en général, quand on fait cet exercice-là, donc moi je le pousse beaucoup en cabinet, c'est-à-dire que voilà, en plus je suis hyper créative, donc du coup je pose vraiment les questions, on se met en situation, vraiment la personne elle doit imaginer qu'on utilise le produit, si selon la thématique qu'elle travaille, si c'est une thématique de couple, ben, on va travailler justement sur ben,
qui est le plus à même d'être l'utilisateur idéal pour ce produit-là. Ça permet de travailler sur qu'est-ce qui est complémentaire de moi et quelles sont les qualités de la personne qui peut bien fonctionner avec moi. Par exemple, pour la personne, je vous avais parlé de la personne avec le gaufrier la dernière fois, qui avait imaginé justement sur ce type d'exercice qu'elle était un gaufrier. Du coup, elle, il lui fallait absolument un utilisateur qui ne la nettoie pas avec le grattant de l'éponge. En gros, il fallait quelqu'un qui fasse attention, qui est quelqu'un qui soit un petit peu doux, qui soit capable de lui dire les choses, mais sans pour autant l'irriter ou la gratter. Vous voyez, il y avait cette notion-là. Donc ça permet vraiment d'aller sur qui est complémentaire. Et puis si on travaille sur l'histoire ou sur des traumas, du coup on va demander, voilà, votre histoire, est-ce que vous avez vécu par rapport à votre métaphore, c'est quoi? Et je sais pas, sur la cocotte minute, la cocotte elle a une bosse en fait. Enfin elle a un creux parce que du coup elle est tombée, on l'a laissée tomber, ou alors on l'a jetée par terre et du coup elle a gardé une marque. Fonctionner? Oui, peut-être, du coup faut peut-être qu'on la répare. Non, c'est juste là, ok, est-ce que vous voulez qu'on fasse quelque chose ou est-ce que c'est bien que ça soit là? Et dans ce cas-là, on travaille avec la personne. Donc on travaille sur la personne, mais de manière indirecte. Et ça, c'est vraiment très très intéressant. C'est des choses qu'on peut faire en hypnose conversationnelle, notamment, parce qu'il y a quelque chose d'un peu hypnotique finalement de s'associer à un objet. Et donc ça permet vraiment de travailler sur soi, mais de manière un peu différente. Pas de manière frontale comme on peut faire généralement, où on travaille sur l'enfance, on demande aux gens de mettre des mots, on demande aux gens de mettre des mots directs. Là, ça permet même aux gens d'aborder des thématiques qu'ils n'aborderaient pas, en fait, si on leur posait directement la question, en fait. Et puis, il y a une question à se poser qui est intéressante aussi par rapport à l'objet, c'est vraiment, est-ce qu'il y a quelque chose d'important à savoir sur cet objet? Que ce soit par rapport à son histoire, par rapport à comment il a été fabriqué, par rapport à son matériel, à sa composition. Et souvent de poser cette question qui a l'air anodine, ça permet en fait d'aller chercher vraiment quelque chose de plus personnel, de plus enfoui, de plus... voilà. Ok, est-ce que vous voyez à quel point cet outil-là, mine de rien, même s'il a l'air un peu anodin, il peut être tout à fait intéressant. Et donc selon ce que vous avez pris comme objet, vous pouvez déjà vous poser la question, ok, ça marche avec quel utilisateur ou ça marche avec quel autre objet? Et du coup, vous allez chercher des gens autour de vous qui ont cette fonction-là. Des fois, ça remet un peu en cause les couples aussi, mais allez-y tranquille. Ce n'est qu'un exercice, allez pas prendre des décisions juste sur un exercice. Vous voyez l'idée. Donc, on a parlé du fait que se connaître, c'était une démarche, du fait qu'il y avait quand même des difficultés dans cette démarche-là, parce que se connaître soi-même, c'est un peu le chien qui se mord la queue, comme ça, parce que finalement, on court après soi, mais du coup, au plus on court, au plus on bouge, donc en fait, on se court toujours après, sans pour autant réussir forcément à s'attraper. Ok. Les qualités qu'il va vous falloir pour pouvoir avoir cette démarche-là, parce que c'est vraiment, il faut vraiment des qualités. Donc déjà, il faut vraiment partir du principe qu'il ne faut pas que ce soit une expérience que mentale ou que intellectuelle. C'est vraiment un parcours initiatique, c'est-à-dire que va falloir expérimenter les choses et vous observer en train d'expérimenter les choses. Ça passe vraiment par de l'expérience, de l'expérimentation. On est vraiment sur quelque chose qui doit se vivre, la connaissance de soi. On pourrait très bien vous faire passer un scanner et savoir où sont tous vos organes et de quoi est composé exactement votre corps. Ça ne nous donnerait pas plus d'infos sur votre connaissance de vous. Parce que ça ne se limite pas au corps. Donc il faut vraiment avoir la notion d'expérience, d'expérimentation. Et donc dans les phases où les personnes sont en développement personnel, sont en démarche de se connaître mieux, et bien souvent on va leur proposer des exercices pour pouvoir se dépasser, se mettre en situation, observer ses réactions, et c'est toujours très intéressant. Des fois c'est un peu inconfortable, et c'est un peu le but de chercher justement les limites de la zone de confort. Donc on va être sur des choses qui parfois sont vraiment à la limite de l'inconfortable, voire du pas faisable, mais vu que ça reste des exercices, c'est toujours mieux que si c'était un truc imposé par le contexte ou obligé. Donc on va être vraiment sur un parcours initiatique, et c'est vraiment la première qualité que vous devez avoir, c'est vraiment la qualité d'être expérimentateur. Faut qu'il y ait un côté vraiment expérientiel chez vous, un côté un peu curieux. Donc la curiosité, ça va être une des premières qualités que vous devez avoir si vous êtes sur une démarche de
connaissance de vous. La deuxième qualité, ça va être l'esprit critique. C'est-à-dire que s'accepter tel qu'on est, oui. Et on va parler de bienveillance, c'est celui d'après, donc je le dis maintenant, voilà. Parce que la bienveillance, c'est la base. Mais il faut aussi avoir l'esprit critique de pouvoir dire, ok, comment ça fonctionne? Est-ce que ça pourrait fonctionner mieux? Est-ce qu'il y a un problème quand ça fonctionne comme ça? Est-ce que c'est fonctionnel ou pas? Donc ça va vous aider vraiment à cette qualité-là d'esprit critique. Pour le coup, autant critiquer les autres, ça peut être dommageable par rapport à vos relations, mais quand c'est par rapport à vous et que c'est fait avec bienveillance, et ben en fait ça va vous permettre justement de grandir, d'apprendre énormément de choses sur vous et votre fonctionnement, et ça va être tout à fait intéressant. La lucidité, ça va être aussi une des qualités qui vont être intéressantes pour la connaissance de soi, c'est-à-dire vraiment d'avoir la clairvoyance, la lucidité, de se regarder et de se voir vraiment. C'est-à-dire de ne pas se raconter des histoires, oui mais c'est parce que j'ai vécu, nanana. Non, si j'observe vraiment les faits, de manière vraiment ouverte, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je fais réellement? Ouais, ben si je suis lucide, clairement, ben je suis quelqu'un qui grignote ou qui... et souvent, il y a cette notion de manque de lucidité par rapport à soi-même parce qu'on protège nos mécanismes de défense et du coup, on se raconte souvent des histoires pour justifier ce qu'on met en place comme mécanisme de défense ou comme stratégie de compensation. On avait parlé des compensateurs sur un des lives. C'est exactement ça, c'est-à-dire que on se donne des bonnes excuses parfois pour pouvoir valider le fait que les mécanismes qu'on a mis en place ont une bonne raison d'être. Et ils ont une bonne raison d'être, mais pas souvent celle qu'on dit, en fait. Je vois qu'il n'y a toujours pas de réaction, donc n'hésitez pas à me poser des questions si je vais trop vite ou pas assez, ou... Voilà, vraiment. Et une dernière qualité, il y en a plein en fait à avoir, hein, mais une des dernières qualités qui me semble vraiment importante, c'est l'accueil du regard de l'autre. C'est-à-dire que à un moment donné, je vous ai dit que se connaître, ça passe aussi par l'accueil de ce que l'autre perçoit de vous et de ce qu'il peut vous apprendre sur vous. Et donc pour ça, bien évidemment, il faut avoir une certaine bienveillance et une certaine façon d'accueillir le regard et la vie et les informations sur vous qui viennent de l'autre. Et ça, très souvent, on n'est pas forcément très ok avec ce principe-là de se laisser voir, déjà, vraiment. On a tendance à se cacher, à faire semblant, voilà, à essayer de sauver les meubles et tout ça. Mais dans une démarche de développement personnel et de connaissance de soi, et ben en fait, à un moment donné, il faudra aussi se montrer à l'autre tel qu'on est, et accueillir le retour de l'autre de manière, encore une fois, bienveillante et de manière vraiment la plus accueillante possible. Donc ça vaut vraiment le coup de vous poser la question à quel point je suis capable d'accueillir l'information sur moi qui vient de la part de l'autre. Je ne vous dis pas d'y croire ou d'y donner du crédit ou de boire les paroles de l'autre comme si c'était vrai. C'est pas une histoire de ça, mais c'est d'accueillir le discours de l'autre comme ayant peut-être une part de vérité ou en tout cas des éléments qui peuvent être intéressants pour avoir une meilleure connaissance de vous. Par exemple, si une copine vous dit que vous êtes quelqu'un d'égoïste, alors premier réflexe, face à un truc, on a tendance à dire non mais je suis pas quelqu'un d'égoïste, et on rejette. Sauf que peut-être que dans cette information-là, il y a des éléments qui peuvent être intéressants. Donc ça vaudrait le coup de dire ok, tu dis que je suis égoïste, mais dans quel contexte exactement? Qu'est-ce que tu as pu observer qui te permet de dire ça, vraiment de manière un peu naïve en fait, d'aller chercher de l'information auprès de l'autre. Et c'est une démarche qui n'est pas facile, j'en conviens, mais qui est tout à fait intéressante. Et qui va vous permettre vraiment de confronter ce que vous pensez de vous à ce que l'autre perçoit de vous aussi. Donc ça va être vraiment intéressant pour vous parce que ça va vous permettre d'aller beaucoup plus loin que si vous étiez resté juste à vous regarder le nombril et à vous analyser tout seul. Donc le regard de l'autre, c'est intéressant. Donc quand je dis le regard de l'autre, bien évidemment, on va partir sur des personnes qui sont les plus bienveillantes possibles, voire sur des professionnels puisqu'ils peuvent avoir un avis tout à fait intéressant, mais il n'y a pas forcément nécessité toujours d'aller voir un professionnel pour aller dans la connaissance de soi. Ça peut être une piste, mais c'est pas une obligation. Il suffit juste des fois
d'écouter et de vraiment entendre et d'écouter ce que les autres vous disent sur vous. Encore une fois, le but, c'est pas forcément de tout accepter ou de tout valider, mais juste de dire, ok, bah oui, lui, il m'a dit que j'étais égoïste, et puis lui, là-bas, il m'a dit que j'étais égoïste, et puis tiens, c'est marrant parce que c'est quelque chose qu'on m'avait déjà dit il y a 3 ans dans mon ancien boulot. Enfin, vous voyez, c'est ce genre de choses qui va vous permettre, qui vont vous permettre en fait d'aller plus loin et d'aller chercher plus loin. Alors bien évidemment, vous n'arrêtez pas au terme. Parce que peut-être que égoïste pour l'un et pour l'autre, ça ne veut peut-être pas dire la même chose. Donc ça vaut le coup justement d'être tellement dans l'accueil que vous allez encore plus poser des questions. Encore une fois, qu'est-ce que tu as vu quels sont les éléments qui te permettent de dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Ok, juste ça. Ok, et vous validez. Ok, je valide ta version. Ça ne veut pas dire que je suis ok avec, mais je suis ok avec le fait que ça soit sa version. Donc, est-ce que vous voyez à quel point finalement le regard de l'autre va être important aussi par rapport à votre connaissance de vous? C'est pas un truc qu'on se fait tout seul, quoi. On a besoin et on peut avoir un intérêt à aller chercher auprès des autres. Et il y a même des personnes avec qui finalement ils sont tellement en train de tourner en boucle sur eux et ils sont tellement en train de se raconter des trucs sur eux que des fois ils utilisent les autres pour valider ce qu'ils pensent d'eux. Très fréquent. Par exemple, si je pense que je suis pas capable de réaliser une tâche, eh ben, je vais peut-être avoir tendance à imaginer que de toute façon, ça sert à rien que je le fasse parce que si je le faisais, ma mère le validerait ou l'ami là-bas ou mon patron, de toute façon, il me confierait pas la tâche parce que, vous voyez, ne pas se servir des autres qui sont dans cette pratique-là de tourner trop pour eux, bah du coup, on va avoir des tâches d'ouverture et donc des tâches même d'enquête où je vais leur demander d'aller demander aux personnes, à certaines personnes, ce que ces personnes-là ont perçu, pensent, avec des questions vraiment très ciblées parce que sinon ça part dans tous les sens, mais en tout cas d'avoir vraiment un réflexe à un moment donné, d'aller demander de l'info à l'autre pour préciser ce que l'autre a perçu de nous. Donc ça, c'est une démarche qui est tout à fait intéressante. Donc, quand on parle de connaissance de soi, c'est connaissance de quoi, en fait? On a déjà parlé de l'identité, machin, donc on va revenir sur ces petits points. Ben, c'est déjà la connaissance du fait de nous en tant qu'être humain, de nous en tant qu'animal, avec des réflexes, avec un fonctionnement, avec une composition dans l'espace, avec des membres, avec des cheveux, avec... Donc la connaissance de soi, ça peut très bien être une exploration de son corps, vraiment, et une exploration de son humanité, c'est-à-dire de ses façons de fonctionner, de ses façons de réagir, de ses émotions, de tous ces petits réflexes qui font que, ben, encore une fois, hein, vous êtes vous-même et vous êtes unique et personne n'est vous. Donc, connaissance de soi, c'est vraiment ça, c'est de se connaître corporellement, dans ses capacités, dans son fonctionnement, dans voilà. Au fur et à mesure, quand on est dans la notion de connaissance de soi, il y a des personnes qui se rendent compte, par exemple, que en fait, ça faisait des années qu'elles avaient mal au dos, mais elles s'en rendaient pas compte, ou qu'elles respiraient mal, mais qu'elles s'en rendaient pas compte. Elles étaient tellement déconnectées de leur corps que du coup, il n'y avait pas accès à ces informations. Elles étaient tellement dans leur mental que du coup, elles étaient totalement indisponibles pour ce genre d'informations qui devaient bien quand même remonter au cerveau et puis qui devaient générer surtout du stress. Donc, ils devaient ressentir le stress, mais ils n'avaient pas accès à l'information du fait qu'ils respiraient mal, du fait que, enfin voilà, ce genre de choses. Il y a des intolérants, par exemple, des gens qui sont intolérants à certains produits ou qui sont allergiques dans une très faible mesure à certains produits chimiques, par exemple, et qui, du coup, dans une phase des fois de connaissance de soi, quand on les accompagne, et ben, en fait, ils se rendent compte que effectivement, en fait, corporellement, ils se connaissaient pas assez parce qu'ils n'avaient même pas accès au fait que leur corps réagissait en présence de certains éléments. Et ça, des fois, ça peut changer tout, hein, parce que découvrir qu'en fait, on est irritable tous les jours et qu'en fait, on fait le rapprochement avec le fait d'être irritable en période de digestion parce qu'en fait, on est intolérant au gluten ou au lactose, ou voilà, moi j'y connais rien, donc, mais je sais qu'il y a certains de mes patients qui ont fait cette démarche-là et qui se sont dit, mais en fait, j'ai changé ça et en fait, ça change. Vous voyez qu'il y a vraiment une démarche exploratoire, une démarche d'expérience
qui permettent de se connaître soi en tant qu'animal aussi, en tant que corps aussi. Donc la connaissance de soi, c'est encore une fois pas que dans le mental, c'est aussi dans sa corporalité, dans son fonctionnement global. Se connaître soi, c'est connaître aussi son caractère. Et ça, en général, on identifie très bien ça dans la connaissance de soi. En général, les gens ont besoin de savoir comment ils fonctionnent, qu'est-ce qui fait qu'ils réagissent comme ça dans certaines situations, qu'est-ce qui fait qu'ils sont timides, qu'est-ce qui fait que... Voilà, donc on est vraiment sur la connaissance de soi et des mécanismes du caractère. On est vraiment là-dedans. On peut être aussi sur des questionnements sur la personnalité. Encore une fois, quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses, est-ce que je suis une personne plutôt altruiste ou est-ce que je suis une personne plutôt audacieuse, est-ce que je suis une personne plutôt... Voilà, on est sur des questions un petit peu comme ça parfois. Et puis on va être très souvent, et ça c'est un travail que je fais quasiment systématiquement de manière formelle ou de manière un peu en filigrane, on va être sur la recherche de ces valeurs. Qu'est-ce qui est important pour nous? Et c'est vraiment une des démarches les plus importantes qu'on puisse faire dans une démarche de développement personnel, parce qu'en fait les valeurs, on en a parlé quand on parlait des croyances, mais les valeurs, elles permettent vraiment de se connaître soi, et il n'y a pas deux personnes qui ont les valeurs configurées de la même manière. Donc les valeurs, encore une fois, c'est quelque chose qui fluctue dans le temps aussi, et du coup ça permet juste d'avoir un focus sur qu'est-ce qui est important pour soi à un moment donné. Donc les valeurs, ça va être par exemple la famille, ça va être la santé, ça va être l'amour, l'amitié, le bien-être, l'argent. Ça peut être ça. Il y a des gens qui ont l'argent comme valeur. Ça peut être l'honnêteté. Vous voyez, tous ces grands mots comme ça peut être effectivement des valeurs qui vont finalement qui vont codifier les comportements des personnes, qui vont prédisposer les personnes à prendre certaines directions, certains choix, à fonctionner d'une certaine manière. Donc quand on est sur la recherche de la connaissance de soi, à un moment donné, ça vaut vraiment le coup d'aller regarder du côté de nos valeurs et qu'est-ce qui est vraiment important pour soi. Ok, dites-moi dans les commentaires si je vais trop vite, s'il y a des points que vous voulez que j'aborde un peu plus, même s'il y a un petit décalage dans les commentaires comme d'habitude, mais n'hésitez pas à intervenir. Et puis parfois, c'est aussi justement de se reconnaître. Donc là, on n'est pas forcément dans la connaissance, mais on est dans les choix qu'on fait, ou tous les types de choix. Donc on est vraiment sur la notion de schéma. Souvent les personnes, par exemple les personnes qui sont dans des cas de violence familiale ou conjugale ou choses comme ça, souvent à un moment donné elles arrivent, elles disent mais j'ai l'impression qu'en fait je fais tout le temps la même chose, que finalement je me retrouve toujours avec le même type d'homme ou avec le même type de femme ou avec dans le même type de configuration de boulot par exemple. Et dans ce cas-là, ça vaut le coup justement d'aller voir, ok, est-ce que vous connaissez votre modalité de choix? Comment vous prenez vos choix? Est-ce que vous êtes plutôt sur des modalités de choix à l'instinct, au cœur, ou alors vous passez des heures à peser le pour et le contre, ou alors vous avez besoin d'énormément de temps et vous laissez du temps entre le moment où on vous demande de prendre une décision et le moment où vous la prenez? Voilà, c'est quoi vos modalités de choix? Quelle est la démarche, la structure de comment ça fonctionne pour vous, cette démarche de choix? Et enfin, dans les connaissances de soi, on est bien évidemment sur la connaissance de son histoire. Et ça, on l'explore énormément justement en thérapie systémique, par exemple, quand il y a des personnes qui arrivent, qui ne se connaissent pas vraiment, et en fait, on va aller chercher dans leur histoire, finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas, par exemple, des choses qui auraient été transmises ou des valeurs transmises d'une génération à une autre. Et donc ça va demander de faire une enquête. Ça va demander déjà de se faire une enquête auprès de soi-même sur qu'est-ce qu'on sait de son histoire, qu'est-ce qu'on sait de sa famille, qu'est-ce qui se raconte sur soi au repas de famille. Ça, c'est un truc très très intéressant. D'ailleurs, je vous invite à vous poser la question, justement par rapport à votre connaissance de vous. Qu'est-ce qu'on dit de vous dans les repas de famille? Quelles sont les anecdotes qu'on raconte sur vous, les choses que tout le monde valide? Ça va vraiment vous donner une notion de votre histoire et de comment votre histoire est écrite. Ça ne veut pas dire qu'elle est vraie, ça veut dire qu'elle est écrite. Par exemple, si on raconte l'histoire d'un enfant en disant
qu'il a toujours eu des difficultés à l'école, que franchement c'était difficile, qu'il fallait galérer pour les devoirs, que de toute façon même si on passait des heures et des heures, finalement on finissait par faire les devoirs pour lui parce que c'était pas la peine. Vous voyez, ce genre de discours qu'on peut avoir sur l'enfant va moduler sa manière d'être, va moduler ses valeurs, va moduler ses attentes, sa configuration de choix. Ça va franchement moduler tout ça. Le même enfant qui finalement ferait la même chose et à qui on dirait, ben en fait c'était un enfant rêveur, un enfant créatif, un enfant qui préférait aller s'amuser finalement plutôt que de faire ses devoirs. C'est un enfant qui dès qu'il avait une occasion, il allait, il allait dehors en extérieur, il allait courir, il allait... voilà. Vous voyez, ça peut être le même enfant qui fait les mêmes choses, mais selon comment on raconte son histoire, on véhicule pas les mêmes modalités de fonctionnement et du coup on ne crée pas le même enfant à la fin. Mais à la base c'était peut-être le même enfant qui avait fait exactement la même chose. Donc ça vaut le coup des fois de se dire ok, qu'est-ce qui est inscrit dans mon histoire pour pouvoir à un moment donné changer son rapport à son histoire, voire changer son histoire future. Vous ne pourrez pas forcément changer votre histoire passée. Ce qui s'est passé, c'est passé. Sauf quand vous apprenez lors de cette enquête qu'en fait on vous racontait quelque chose et que ça ne s'est pas du tout passé. Et ça arrive assez régulièrement. Par exemple, j'avais une patiente qui venait pour des problèmes de poids et du coup on questionne et puis je lui demande ça fait depuis combien de temps? Et elle me dit en fait moi ça a toujours été comme ça. En fait je suis née, j'étais un gros bébé. Je lui dis mais comment vous le savez? Elle me dit, j'ai toujours entendu mes parents dire que j'étais un gros bébé, que l'accouchement avait été difficile et que voilà. Donc elle vient pour des problèmes de poids. Vous voyez, donc on voit le lien directement. Et donc dans l'enquête, je l'invite à aller voir son carnet de santé et à voir les infos et à vérifier sur le site, sur internet finalement, le poids normal d'un bébé. Et en fait, elle revient la fois d'après et elle me dit, mais en fait, je me suis rendu compte qu'en fait j'étais un bébé mais totalement normal. Et là, ça fait quand même un gros recadrage sur son histoire. Et donc, c'est une personne qui ne s'était jamais autorisée finalement à perdre du poids parce que son histoire n'était pas cohérente avec le fait de ne pas être ça, puisqu'on lui avait dit elle était un gros bébé, donc elle était censée garder cette caractéristique. En plus, il y avait un enchevêtrement avec le fait que c'est quelque chose de familial. Voilà, il y avait vraiment du sens à cette prise de poids. Et du coup, quand elle a eu ce déclic-là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, je lui ai dit, ok, maintenant que vous savez de manière un peu plus factuelle ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous faites? Et donc là, elle a eu le déclic, elle n'a pas forcément changé grand-chose dans sa vie, mais mine de rien, elle a commencé à prendre un peu plus soin d'elle, à mettre un peu de distance par rapport à ce que les gens lui disaient, à pas gober tout cru ce que les gens lui disaient, parce elle avait ce côté un petit peu naïf. Et du coup, elle a commencé à développer sa propre conscience d'elle-même, à s'intéresser à ce que elle pensait d'elle-même et non pas à ce que les autres pensaient d'elle. Et du coup, ça a changé énormément de choses pour elle. Donc ça, c'est une patiente que j'ai suivie pendant quelques mois. Et vraiment, le changement, il y a eu un avant et un après cette découverte, en fait. Donc des fois, vous voyez, dans les démarches de connaissance de soi, on peut avoir des moments comme ça charnières où on découvre quelque chose sur soi et où ça éclaire un chemin, quoi. Enfin, il y a vraiment... Avant, c'était dans le noir, et là, quelqu'un allumait la lumière, et ça change tout. Donc, vous voyez l'intérêt aussi de la connaissance de soi, et de ne pas rester, finalement, fermé dans ce qu'on pense être soi, ou dans ses limites, ou dans sa zone de confort. Ok, est-ce que ça vous parle, tous ces... Ah, mais j'ai vu qu'il y avait... Ok, hop, hop, hop. Donc Audrey a dit, tout à fait d'accord, tellement important la façon dont on parle d'un enfant, et ça peut faire des dégâts. Ouais, ça peut faire des belles choses aussi. Hein. Pour le coup, ça peut être dans les deux sens. Et il y a des enfants pour lesquels ça ne sera pas important. Pour lesquels on peut raconter une histoire depuis très longtemps, mais ils ont développé quand même d'une manière ou d'une autre une conscience d'eux. Et du coup, ils laissent en fait... C'est comme si finalement il y avait l'histoire que les parents racontent, l'histoire que les autres racontent et leur histoire. Ils arrivent à faire vraiment la différence. C'est pour ça que généralement, quand j'accompagne des parents, et même moi avec mes propres enfants, j'essaie de faire ça, quand ils arrivent en mode oui mais il y a un tel qui m'a dit ça, voilà ma copine elle m'a dit que j'étais moche, que j'étais ceci, que j'étais mal coiffée, je sais pas trop quoi, moi j'arrête toujours le truc, je valide pas, je dis pas c'est faux, je suis toujours en mode qu'est-ce que t'en penses toi? Et ça permet de développer la connaissance et la conscience de soi.
Et en général, mes filles, elles sont en mode, ben moi je pense que je suis jolie, je pense que je suis cool. Du coup, je dis, ben voilà, voilà. Et c'est vraiment une habitude en fait. On a pris l'habitude de donner énormément de crédit à ce que disaient les autres sur nous, sans le remettre vraiment en question. Donc, d'être vraiment dans l'accueil de ce que disent les autres, mais comme étant ce que disent les autres. Et ils ont le droit d'avoir leur avis, et c'est vraiment une relation libre. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Après, si c'est accompagné d'actes ou de pas compliqués, là c'est là où il faut intervenir, il faut mettre des limites. Mais l'autre a le droit de penser ce qu'il veut, en fait, en gros. Donc, est-ce que ça coupe un peu chez vous, la vidéo? Chez moi, ça coupe pas, mais je vois que sur mon téléphone, sur mon ordinateur, ça coupe un peu. Ok, donc vous voyez que finalement, la démarche de connaissance de soi, c'est une démarche vraiment globale. C'est vraiment quelque chose qui peut partir dans plusieurs chemins et qui peut vraiment vous amener vraiment une connaissance fine de comment vous fonctionnez, de comment vous pouvez réagir. Et du coup, à partir du moment où vous connaissez ça, et ben, vous pouvez le changer. Par exemple, j'ai une patiente justement qui, on était dans cette démarche-là, elle est arrivée à un constat qu'elle fonctionnait d'une manière qui ne lui convenait pas. Et moi, à chaque fois, je pose la question, ok, on fait quoi? Et en général, c'est la personne en fait qui va dire, et c'est important que ce soit elle qui dise ce qu'elle va mettre en place. Donc moi, j'essaye de vraiment pas prendre part. J'accompagne dans les expériences, histoire d'ouvrir un peu la zone de confort et d'accompagner avec de la technique, mais de quel droit je vais dire aux gens ce qui devrait être ou ne pas être? Telle est la question. Donc vraiment, le principe, c'est ça. Oui, je connaissais ça, disait Audrey. Et toi, tu en penses quoi? Effectivement, c'est ce qu'il faut faire. Alors, je ne sais pas si c'est ce qu'il faut faire, hein, je suis toujours moins catégorique que ça. Mais en tout cas, quand on le fait, ça développe quelque chose qui est de l'ordre de la conscience et de la connaissance de soi. Et parfois, c'est intéressant aussi d'avoir la notion d'accueil de ce que les autres pensent. Donc, peut-être qu'il y a des fois où moi, je lui dirais ce que je pense, mais vraiment avec le côté, ben, moi, c'est ce que moi, je pense. Donc, je mets toujours le haut là, même quand je vous parle de choses, des fois je le dis voilà, ça c'est ma pensée, ça c'est ce que moi je crois, ça c'est ma façon de pratiquer, c'est pas celle des autres. Donc j'essaie de remettre vraiment chaque chose à sa place, et c'est effectivement ce qu'on peut faire avec un enfant. Après, si on oublie de le faire, c'est pas grave, mais si on le fait de temps en temps, déjà ça permet de le développer. Oui, ça coupe. Ah, désolé Audrey, ça coupe parfois. On garde le rythme, on va y arriver. Ok, donc, comment on fait pour se connaître? Comment on fait pour aller dans la conscience de soi, dans la connaissance? Donc là, je vous ai fait expérimenter un exercice, et l'exercice de la semaine dernière sur le portrait chinois, qui permettent de le faire de manière ludique, tant qu'à faire. Ça pique un peu la curiosité. Il y a un aspect ludique, donc du coup, on n'est pas dans quelque chose qui va venir gratter profondément. Et en même temps, on parle de choses tout à fait profondes et tout à fait importantes et fondamentales parfois. Comme avec la fiche produit, finalement, de chercher les modalités, qu'est-ce qu'on fait quand ça marche pas. Voilà, ça vaut le coup. Donc, s'il y a des fois où vous êtes un peu en difficulté, posez-vous la question. Là, je suis comme quoi? Ben, je suis comme la cocotte minute, je suis comme une bombe à retardement, je suis comme, je sais pas, je suis comme un loukoum qui serait resté trop longtemps au soleil. J'en sais rien, moi, je ne sais pas. Vous pouvez être ce que vous voulez. Ok, donc je vous ai expliqué ces techniques-là. Il y a vraiment cette notion de garder la notion de la curiosité et vivre ça vraiment comme une enquête. C'est-à-dire de partir à la recherche de soi-même en cherchant des témoins. Donc, qui m'a vu faire des choses, et d'aller chercher des infos sur qu'est-ce qu'il a vu, et puis d'aller chercher aussi des indices. Ok, qu'est-ce qui s'est passé, à quelle heure, il y avait qui, qu'est-ce que j'ai fait exactement, quels sont les mots que j'ai prononcés. Vous voyez, ça peut être des choses un peu comme ça. Ça peut être aussi de passer effectivement des questionnaires. Il y a plein de questionnaires de développement personnel, hein. Il n'y en a aucun qui vous donnera une réponse absolue. Mais ça vous donnera toujours des informations sur vous. Ne vous arrêtez surtout pas à un seul questionnaire, s'il vous plaît. Les questionnaires que vous remplissez à la plage ne vous déterminent absolument pas. D'accord? Un questionnaire, déjà c'est un questionnaire qui est
un peu carré, ou alors il faut le croiser dans tous les cas avec d'autres éléments. Donc les questionnaires, tout ce qui est de l'ordre de l'expérience, des exercices, de dire ah là là j'ai peur donc j'y vais, ça c'est un principe que j'aime bien, le j'ai peur donc j'y vais. Déjà si on arrive à se le formuler comme ça, c'est qu'en fait on a suffisamment peu peur pour pouvoir y aller quand même. Donc ça permet vraiment d'avoir, je vous avais parlé de la zone de confort et de la zone d'apprentissage, mais ça permet vraiment ça. Le fait de dire j'ai peur mais j'y vais, ça veut dire qu'on s'approche d'une limite de la personne, la limite de sa peur, et le fait d'expérimenter, ben, du coup on donne l'occasion à cette limite de pouvoir se déplacer, de pouvoir s'agrandir, de pouvoir un peu se déformer, de pouvoir un peu prendre plus de place de manière à ce que la zone de confort s'agrandisse. Vous voyez, c'est un peu le principe. Donc, le but vraiment de toutes les expériences que vous allez faire, c'est de prendre de l'info sur vous et de pouvoir repousser vos limites. Alors le but c'est pas de les repousser pour les repousser, c'est juste d'être plus confortable dans plus de cas en fait. Donc les expériences qui vont permettre de repousser vos limites, il y en a plein. Hein. Encore une fois, ça peut être tout ce qui vous fait un petit peu peur, mais pas suffisamment pour vous bloquer totalement. Ça peut être les expériences un peu qui sont contre-intuitives pour vous. Par exemple, si vous êtes une pipelette, comme moi, je suis une pipelette, j'assume, ça peut être justement de faire une session de silence. Ça, c'est très compliqué pour moi, mais en même temps, je sais que quand je le fais, c'est là où j'apprends le plus. Donc ça m'est arrivé de passer une journée entière sans parler, et j'envisage de faire un stage, vraiment une retraite spirituelle ou quoi, pour vraiment mettre à profit ça. Mais en fait, dès qu'on va aller un petit peu en dehors de son fonctionnement habituel, on va apprendre sur soi. Et donc, ça peut être effectivement tout ce qui est retraite spirituelle, tout ce qui est technique un peu de jeûne, si c'est quelque chose qui vous parle, ça vous permet vraiment de bouger un peu vos limites, tout ce que vous croyez être possible ou pas pour vous. On a quand même plein d'ancrages et de conditionnements alimentaires notamment, donc ça peut être une bonne idée pour ceux qui ont justement des problématiques alimentaires, de pouvoir se déconditionner par rapport à ça. Mais faites-vous accompagner et renseignez-vous bien avant et vérifiez si c'est bon pour vous ou pas. Voilà, je ne dis pas qu'il faut faire absolument des jeûnes, mais en tout cas c'est une manière de pouvoir se connaître. Tout ce qui va être expérientiel du type douche froide, tout ce qui va être les voyages, tout ce qui va être des rencontres, d'aller rencontrer des gens qu'a priori on n'aurait pas rencontrés avant, faire des nouvelles expériences. Toutes ces choses-là peuvent vous permettre de vous connaître. Mais vous pouvez aussi très bien, sans faire de nouvelles expériences, vous connaître en faisant exactement comme d'habitude, mais en essayant de prendre conscience de ce que vous faites. Et ça, parfois, c'est pas forcément le plus simple. Des fois, ça nous amène à refaire toujours les mêmes choses, ou nous amène à tout le temps éviter certaines choses. Par exemple, si que vous vous filmez comme ça et que vous voyez que vous êtes toujours en train d'éviter votre bureau et qu'à chaque fois que vous approchez de votre bureau, hop, il y a comme une force invisible qui vous pousse pour aller au frigo, à la télé, n'importe où. C'est intéressant. En tout cas, ça vous donne de l'info. Et c'est des petits moyens comme ça qui vous permettent de prendre conscience de vous. Si vous travaillez... Ouais, ça y est, je suis revenue, je crois. Ok. Donc si vous êtes sur des troubles de type dysmorphophobie ou en tout cas un problème avec votre corps, ce qui peut vous permettre de prendre conscience de votre corps, ça va être tous les éléments d'extérieur, à savoir se prendre en photo, prendre la taille de ses vêtements, prendre des mesures, faire des expériences de toucher beaucoup aussi, se passer de la crème sur le corps. Ça va être toutes les expériences en fait de reconnexion avec soi. Ça va être très important. Si vous avez un problème avec votre corps, ça fait partie des choses qui peuvent être tout à fait intéressantes. Donc vous voyez que finalement le plus important c'est d'être dans une démarche d'expérience. Vous n'allez pas vous connaître sans rien faire. Vous voyez? Ou alors ça va vous demander beaucoup plus de temps, chose qui n'est pas forcément un problème. Mais si vous êtes dans une démarche de connaissance de vous, en fait, il faut y aller vraiment comme une exploration de soi-même. Vous allez explorer vos fonctionnements, vos émotions, vous allez explorer vos réactions.
et vous en étonner à chaque fois. Dire « Ah tiens, c'est marrant, là, tout à l'heure, je me suis énervée pour ça, mais c'est tout à fait étonnant, en fait. Je ne comprends pas pourquoi je me suis énervée pour ça. » Et donc, ça va vous permettre vraiment de développer une certaine conscience de vous, qui va vous permettre justement de mieux vous adapter au monde, de faire des meilleurs choix, de pouvoir vraiment faire des choix qui vous ressemblent, de pouvoir affirmer des choses de vous si elles vous conviennent, ou de pouvoir entamer un axe de changement par rapport à des fonctionnements que vous avez, par exemple. Mais ça vous permettra d'avoir conscience de vous, parce qu'encore une fois, le gros problème souvent qu'on a chez les gens qui viennent en thérapie, ou chez les gens en général, c'est qu'ils ne se connaissent pas. Ils ne se connaissent pas, ils ne se reconnaissent pas. Et vous verrez demain, on va travailler sur la confiance en soi. Vous verrez que c'est très important. On ne peut pas avoir confiance en un inconnu. On ne peut pas avoir confiance dans quelqu'un qu'on ne connaît pas, dont on ne connaît pas les réactions, dont on ne connaît pas les modes de fonctionnement, dont on ne connaît pas les ressources, les limites. C'est insécurisant finalement. On ne peut pas compter sur soi quand on ne se connaît pas. Alors que quand on se connaît, et ben, du coup, on sait exactement sur quel point on va avoir tendance à biaiser un peu, à éviter. On sait sur quel point on va avoir tendance à y aller et on va pouvoir vraiment compter sur soi pour ça. On va déterminer un certain nombre de caractéristiques qui vont vous permettre d'être vraiment, vraiment beaucoup plus efficace. Par exemple, moi je sais que je réagis très fortement à l'obligation. C'est-à-dire que quand j'ai une obligation devant moi, eh ben, j'ai pas trop envie. Mais maintenant que je le sais, pourtant il y avait plein de gens qui me disaient oui, mais Marie, t'es têtue, tout ça, ok. Eh ben, je sais pas s'il y en a qui sont dans le même cas. Ici, je pense qu'il y en a quelques-uns là, parmi vous qui sont dans le même cas, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas de leur dire qu'ils sont têtus, ils prennent pas l'info parce que c'est pas agréable, c'est connoté négativement, donc du coup, on a tendance à rejeter l'information et en fait, on oublie que finalement, être têtu, c'est une capacité, c'est-à-dire que ça dénote d'un certain processus de fonctionnement qui permet de faire des choses et qui ne permet pas de faire d'autres choses. C'est une capacité, c'est un super pouvoir, encore une fois, d'être têtu. Donc, tant que vous êtes en rejet de cette information-là, vous ne pouvez absolument pas utiliser ce fonctionnement, parce que vous ne le reconnaissez pas. Par contre, le jour où vous vous dites, ok, partons du principe que je suis têtu. Ok, le fait d'être têtu, ça me permet quoi? Eh bien, le fait d'être têtu, ça me permet d'être persévérante sur certaines tâches, même des tâches compliquées. Ça me permet de tenir sur le long terme quand ça a du sens pour moi. Ça me permet de défendre des choses qui sont très importantes pour moi, voire même de monter au front et de déplacer des montagnes si vraiment ça me touche. Donc ça, c'est les qualités des personnes têtues. Et on a besoin de personnes têtues quand même. Enfin, je veux dire, c'est des personnes importantes dans la société. Par contre, le fait d'être têtu, ça me rend hermétique, en tout cas ça me rendait hermétique avant que je le sache, ça me rendait hermétique à toute forme de contrainte, à tout conseil venant de l'extérieur, parce que du coup je voulais absolument que ce soit moi qui décide, et du coup même des bons conseils, du coup j'y étais hermétique, donc je n'en profitais pas de la bonne manière. Ça me permettait pas d'accéder à certaines fonctions ou à certains projets, parce que en fait mon fonctionnement têtu ne m'aurait pas permis en fait de pouvoir m'adapter par rapport aux contraintes, à toutes les contraintes qu'il y avait. Donc une fois que vous savez et que vous reconnaissez vos caractéristiques, donc on ne parlera pas de qualité, de défaut en fait, de force et de faiblesse, parce qu'en fait vous voyez qu'une même caractéristique est une faiblesse parfois et est une force à d'autres moments. Donc ça vaut le coup vraiment de voir en termes de caractéristiques et non plus de défauts et de qualité. Vraiment ça, je vous invite à faire ça. Parce que dès que vous dites défaut, du coup vous avez tendance à vouloir le jeter ou à vous accabler. Et puis dès que vous dites qualité, vous pensez que c'est un acquis et que parfois c'est pas un problème. Par exemple, être gentil. Alors c'est très bien que les gens qui sont gentils, c'est bien parfois. Et puis parfois ça peut entraîner des grosses conséquences très très négatives. Donc prenez vraiment cette posture de curiosité et dites-vous, si on me répète toujours un truc sur moi, c'est probablement que quelque part c'est peut-être un peu vrai. Donc, qu'est-ce qui est vrai dans ce que les autres me disent? Qu'est-ce que je reconnais de moi si j'arrête d'être têtue? Ça c'est pour moi. Qu'est-ce que je reconnais de moi
dans ce que les autres me disent et comment ça peut m'aider à encore mieux utiliser mon fonctionnement. Les béliers sont têtus, oui. Les béliers sont têtus, il paraît. Alors, bélier ascendant taureau, je te dis même pas Audrey, comment ça dépote. Donc, encore une fois, hein, je valide pas forcément les principes de l'astrologie et tout ça. Pour moi, c'est un système de croyance. Validé ou pas, j'en sais rien. D'accord? Mais effectivement, on peut faire ce rapport-là. Clin d'œil astrologique. Ok. Donc, vraiment, je vous invite à aller vers la connaissance de vous. Surtout que vous êtes jeunes, pour la plupart. Il y en a peut-être des moins jeunes que les autres dedans. Mais en tout cas, vous êtes jeunes, vous allez en profiter après. C'est-à-dire d'apprendre ça maintenant. Pour moi, on devrait même apprendre ça aux enfants. Vous voyez, tout ce qui est le développement personnel, la connaissance de soi, la communication non violente, tout ce que je vous ai transmis dans tous ces lives, à part peut-être la notion de couple et de famille, mais je pense qu'on pourra en apprendre quelque chose aux enfants, mais tout ça, on devrait l'apprendre à partir de, allez, maternelle, 5-6 ans. Je pense qu'on peut commencer déjà à apprendre des choses. Mais bon, vous n'avez pas 5-6 ans, c'est pas grave, hein, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Donc, en tout cas, c'est du temps que vous allez gagner pour la suite. C'est-à-dire que ça va vous permettre de justement rectifier ce que vous avez besoin de rectifier par rapport à l'atteinte de votre objectif dans votre fonctionnement. Encore une fois, vous pouvez quasiment développer toutes les caractéristiques. Chaque être humain a la capacité de développer toutes les caractéristiques dans le bon contexte, avec les bons précurseurs, avec du temps, avec... On peut tout développer. Quelqu'un de peureux peut devenir tout à fait courageux. Quelqu'un de créatif peut tout à fait développer des stratégies de l'ordre de la rigueur. Voilà, on peut très bien développer toutes sortes de stratégies. Donc ne vous enfermez pas dans ce que vous pensez être vous. Vous voyez, ça c'est important. Peut-être des moins jeunes. Ouais, il y a peut-être des moins jeunes. Ok. Donc le but c'est vraiment que vous alliez, si vous le souhaitez, bien évidemment, si ça vous parle, vers de la connaissance de vous-même. Et j'imagine que déjà dans ces lives, il y en a certains qui ont déterminé 2-3 caractéristiques par rapport à eux. Et je vous invite vraiment à aller dans cette démarche-là. Si à un moment donné, vous voyez qu'il y a une approche ou une zone de votre zone de confort qui est vraiment trop insupportable et vraiment trop compliquée, dans ce cas-là, vous mettez un peu comme quand on fait des zones de travaux. Vous mettez voilà, des petites protections autour et vous vous dites ok, c'est une zone à travailler. Vous n'êtes pas obligé de la travailler tout de suite. Mais en tout cas, vous savez que cette zone-là, c'est une zone sur laquelle vous allez faire attention. Vous allez y faire attention. Voilà, on a tous des zones qui sont plus sensibles que d'autres. Des zones à travailler. Alors souvent, ça va être des zones peut-être de la relation parentale ou de la relation de couple, ou de la relation à soi, ou à l'argent, ou à la nourriture. Enfin, vous voyez, on a tous des petites zones sinistrées dans notre façon d'être. Et c'est des zones qu'on pourra travailler, qu'on peut aussi choisir de ne pas travailler. Mais dans ce cas-là, il faut juste sécuriser pour pas aller dessus. Vous voyez, ou pour réussir à faire avec. Donc, voilà, je vous invite vraiment à avoir cette démarche-là. Je vous dis à demain. Je lis quand même les commentaires, complètement d'accord. J'adore le développement personnel en ce moment. Mais oui, mais c'est le bon moment. Franchement, le coronavirus, il nous aura au moins permis de développer des choses de l'ordre du développement personnel. Je pense que tout le monde, en tout cas beaucoup de monde, ont fait un petit peu de cette démarche-là. Et je pense que ça peut être pas mal, vraiment. Donc je vous dis à demain. Demain, on travaillera sur la confiance en soi. Donc vous verrez encore une fois qu'il y a énormément de liens avec tout ce qu'on s'est dit depuis le début et avec ce qu'on a fait aujourd'hui. Parce qu'encore une fois, on ne peut pas avoir confiance si on ne se connaît pas. On n'a pas confiance comme ça dans des inconnus, un peu imprévisibles, qui peuvent faire n'importe quoi. Voilà. Donc, sur la confiance en soi, on reprendra ce qu'on a fait aujourd'hui. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Profitez bien de votre soirée, dormez bien et travaillez bien pour ceux qui sont en train de faire les examens et qui sont en train de bosser. Donc c'est pour ça que je vous retiens pas trop parce que je sais qu'il y en a certains qui vont bosser juste après. Et oui, c'est déjà fini, ça fait 1h30, c'est passé trop vite. Et oui, je suis d'accord avec toi, ça passe toujours trop vite. Mais bon, on se retrouve demain. Je vous souhaite encore une fois une bonne soirée. Prenez soin de vous et à demain. Ciao, ciao.